Bienvenue sur Monde Multipolaire. Aujourd'hui, nous allons visionner ensemble une interview de Jacques Beau, analyste géopolitique suisse, ancien officier de l'OTAN et auteur de nombreux ouvrages sur les conflits contemporains. Et franchement, ce qu'il va nous dire dans cette vidéo, ça mérite qu'on s'y arrête sérieusement. Parce que les médias dominants, que ce soit en France, en Belgique ou ailleurs en Europe, ne vous raconteront jamais les choses sous cet angle. D'abord, de quoi parle-t-on? On parle de l'Iran, on parle du détroit d'Ormuz, on parle de sanctions, de blocus, de négociations et de ce que Jacques Beau appelle une politique d'éradication. Et ce terme, il est fort, il est choquant, mais il n'est pas gratuit. Permettez-moi de vous donner un peu de contexte historique avant qu'on entre dans le vif du sujet. L'Iran subit des sanctions occidentales de façon quasi continue depuis 1979. Autrement dit, depuis la révolution islamique. Plus de 45 ans de pression économique. Pensez-y une seconde. 45 ans. C'est presque 2 générations entières qui ont grandi sous un régime de sanctions. Et pourtant, l'Iran est toujours là. L'Iran négocie, l'Iran résiste, et comme nous le verrons avec Jacques Beau, c'est aujourd'hui Washington qui est pressé, pas Téhéran. Ce renversement de situation, ce qui signifie que le prétendu vainqueur des sanctions est en réalité en position de demandeur, ça nous dit quelque chose de fondamental sur la nature du monde multipolaire qui est en train d'émerger. La Russie a vécu la même chose depuis 2014. Et on a vu le résultat. Les sanctions n'ont pas brisé Moscou, elles ont accéléré sa résilience économique et son pivot vers l'Asie. L'Iran, lui, a eu encore plus de temps pour s'adapter. Son économie s'est structurée autour des contraintes. C'est un fait que nos experts économiques en Europe refusent systématiquement d'admettre. Et là, en ce moment même, pendant qu'on tourne cette vidéo, les dernières informations des 48 dernières heures nous confirment que les États-Unis et l'Iran seraient en train de négocier un mémorandum d'entente en 14 points pour mettre fin à la guerre du Golfe. Selon Axios et Reuters, un accord préliminaire serait très probable dans les prochains jours. Autrement dit, tout ce que Jacques Beau nous dit dans cette vidéo se vérifie en temps réel. Bon, entrons maintenant dans la vidéo et accrochez-vous, parce que ça va être dense. Le Pentagone a présenté à Donald Trump de nouveaux scénarios d'intervention contre l'Iran. Le général iranien Jafar Assadi a dit que la reprise des combats était plus que probable. De l'autre côté, l'Iran a envoyé de nouvelles propositions de négociation aux Américains. Quelle est votre analyse de la situation? Or, tout d'abord, effectivement, nos médias ont rapporté que le 1er mai, les Iraniens avaient fait une proposition de plan de résolution de conflit en 14 points. Mais en fait, ce que nos médias ont laissé supposer à travers ça, ce que ça suggère, c'est qu'il y a, en fait, les Iraniens essayent de faire ça pour éviter, d'ailleurs votre question le démontre, les Iraniens font ce plan en 14 points pour éviter d'être attaqués. Alors, ce n'est pas du tout ça la réalité. La réalité, c'est que les Américains cherchent à avoir une solution à ce conflit. Ça, c'est la première chose. C'est Donald Trump qui n'a pas le temps, pas les Iraniens. Les Iraniens ont tout le temps qu'il faut, Donald Trump n'en a pas. C'est la raison pour laquelle, depuis le 21 mars, Trump a imploré les Pakistanais pour qu'il y ait une médiation et qu'on trouve une solution au conflit. Et c'est ce qui a donné le 25 mars un plan américain en 15 points, qui sont en fait une liste d'actions, techniquement, un action list en 15 points, qui définit les termes d'une capitulation iranienne. Ce à quoi, le même jour, les Iraniens ont répondu en donnant 5 conditions pour la fin du conflit. Alors, je ne veux pas détailler toutes ces conditions parce qu'en partie, j'en avais parlé en son temps, d'ailleurs, sur cette chaîne. Et puis, le 7 avril, dans la dynamique de négociation euh, déclenchée par Trump avec le Pakistan, les Iraniens ont dit d'accord pour cette médiation pakistanaise, mais on dit que ça doit conduire à quelque chose. Et par conséquent, ils ont produit un plan en 10 points, ou 10 conditions plus exactement,
qui est sorti le 7 avril de cette année, et que Trump avait partiellement accepté d'ailleurs, et qu'il avait annoncé qu'il acceptait. Et le même jour, on a eu la déclaration d'un cessez-le-feu par Donald Trump. Ce cessez-le-feu, comme vous le savez, il a été mis à mal, ou plutôt empêché par l'attaque israélienne contre Beyrouth, le bombardement alors que les Israéliens et le Liban étaient compris dans ce cessez-le-feu. Donc, on remet les pendules à zéro, si j'ose dire, et et les Iraniens se sont abstenus quand même de réaction tout en continuant le blocus d'Ormuz. Et théoriquement, on avait 15 jours de cessez-le-feu, puisque les Iraniens avaient accepté cette proposition de Trump, pour qu'on discute leurs petites conditions du 7 avril. Mais Trump, de nouveau, il est pressé par le temps. Il doit essayer d'avoir des résultats rapides. Donc, il n'a pas attendu les 15 jours du cessez-le-feu. Et déjà le 13 avril, il a annoncé la fermeture du détroit d'Ormuz et le déclenchement en réalité d'une nouvelle opération qui est Economic Fury, donc furie économique, qui est le pendant de Epic Fury, l'opération qui avait été déclenchée le 28 février. Et dans Economic Fury, il s'agit de faire une sorte de blocus économique de l'Iran. Donc, en fait, Trump, les Iraniens ont cassé le cessez-le-feu le 7 avril déjà, ou le 8, maintenant les dates m'échappent un peu, mais en gros au tout début. Et puis Trump a rajouté une couche à cette rupture du cessez-le-feu avec son opération économique. Donc on voit que Trump est pressé par le temps. Et les Iraniens n'ont pas cédé, ce qui fait que fin avril, et ça c'est ce que les médias n'ont absolument pas rapporté, ou pratiquement pas, en tout cas les médias en Europe, c'est que le 9 avril, à la fin avril, les Américains ont produit un plan en 9 points, un plan de paix en 9 points, qui est de nouveau une reprise de leur liste d'actions de 15 points, c'est-à-dire en gros une demande de capitulation de l'Iran. Et l'Iran a refusé et publié le 1er mai ce plan en 14 points. Donc le plan en 14 points n'est pas l'Iran qui implore qu'on arrive à la paix, c'est une réponse à une demande insistante des États-Unis pour arriver à la paix. Ce sont les Américains qui sont demandeurs parce que les Américains sont arrivés au bout de leur stratégie en quelque sorte. Et c'est la raison pour laquelle les Américains sont bloqués. Alors le plan iranien, on ne connaît pas le détail, le plan américain non plus, d'ailleurs 9 points, j'ai vu absolument nulle part la publication de ces 9 points américains. Pour le plan iranien, on a, alors dans la presse israélienne d'ailleurs, de manière assez intéressante, dans la presse israélienne, on a trouvé un détail de ces 14 points. Alors ils ne sont pas tous là, mais ça montre un peu la ligne générale des Iraniens. Alors je passe en revue très rapidement ces 14 points, enfin ces points, parce qu'il y en a, là je n'ai pas les 14, mais c'est une résolution du conflit dans les 30 jours, un traité de non-agression entre l'Iran, Israël et les États-Unis. Je vous rappelle qu'un traité de non-agression était en train d'être négocié en janvier de cette année sous l'égide de la Russie entre l'Iran et Israël. Cette fois-ci, l'Iran revient avec cette idée de non-agression qui devrait faire partie de la résolution de ce conflit. Retrait des forces américaines du Golfe, restitution des avoirs iraniens gelés, levée des sanctions contre l'Iran, paiement de réparation de guerre, cessation des hostilités dans tout le Moyen-Orient, y compris au Liban, nouveau mécanisme pour le détroit d'Ormuz, et nouveau mécanisme, c'est-à-dire que les Iraniens veulent pérenniser l'idée d'avoir un péage à l'entrée du détroit d'Ormuz, ceci d'ailleurs pour financer les dégâts causés par les autres pays du Golfe. Donc il y a eu, je rappelle que les autres pays du Gulf Cooperation Council, les pays arabes du Golfe si vous voulez, font partie des agresseurs contre l'Iran. Donc l'Iran dit, bah, vous êtes agresseur, vous devez contribuer à un paiement des réparations de guerre, et péage à l'entrée du détroit d'Ormuz imposé par les Iraniens a cette finalité. Donc, ce n'est pas juste un péage comme ça à bien plaire, c'est pour payer les dégâts qui ont été causés par les agresseurs dont font partie les pays arabes. Et finalement, les Iraniens exigent finalement les capacités d'enrichissement d'uranium selon les termes du traité de non-prolifération, c'est-à-dire liberté d'enrichissement d'uranium dans les limites de l'usage pacifique de l'uranium. Donc, c'est un peu
dans ce dernier point, l'Iran tend un peu une perche aux Américains, parce que les Américains, eux, voudraient que l'Iran ne puisse plus enrichir d'uranium du tout. Et là, les Iraniens disent, on est d'accord d'avoir des limitations, mais ces limitations sont fournies par le traité de non-prolifération nucléaire que nous avons signé. Et ça, c'est en fait une proposition qui est honnête parce qu'elle s'intègre dans le contexte de droit international dans lequel s'est intégré lui-même l'Iran en signant le traité de non-prolifération. Donc voilà la situation dans laquelle on est. Voilà. Jacques Beau vient de nous exposer quelque chose d'absolument crucial et que nos médias ont totalement passé sous silence. Qui est demandeur dans ces négociations? C'est pas l'Iran, c'est Trump. Et ça, c'est un renversement total du récit que l'on nous sert chaque jour dans les journaux télévisés européens. On nous présente l'Iran comme un pays acculé, au bord de la capitulation, qui supplie qu'on lui accorde la paix. Mais la réalité documentée par les plans successifs, le plan américain en 15 points du 25 mars, les conditions iraniennes en 5 points, le plan 10 points du 7 avril, le plan américain en 9 points de fin avril, et enfin la réponse iranienne en 14 points, publiée le 1er mai. La réalité donc est exactement inverse. C'est Washington qui relance sans arrêt les propositions, c'est Washington qui change de position tous les 3 jours, et c'est Téhéran qui répond avec calme et cohérence en maintenant ses positions fondamentales. Jacques Beau soulève un point juridique que je veux développer, parce qu'il est fondamental pour comprendre l'urgence américaine. Il s'agit de l'AUMF, l'Authorization for Use of Military Force. Cette loi américaine de 1973, connue aussi comme le War Powers Act, limite le président à 60 jours d'engagement militaire sans autorisation du Congrès. Or, la guerre a débuté le 28 février 2026. 60 jours plus tard, nous sommes fin avril. Trump est donc techniquement au bout de son autorisation légale. Et ça explique tout. Ça explique l'agitation diplomatique de ces dernières semaines. Ça explique les plans qui se succèdent à un rythme vertigineux. Ça explique l'opération Economic Fury, annoncée le 13 avril, ce prétendu blocus économique de l'Iran qui ressemble davantage à une démonstration de force destinée au Congrès américain qu'à une véritable stratégie de guerre. Maintenant, je veux aller un peu plus loin que Jacques Beau sur un point. Il décrit très bien la mécanique politique interne américaine, mais il y a aussi une dimension géostratégique plus profonde. Les États-Unis savent très bien, et ils l'ont appris à leurs dépens en Irak, en Afghanistan, en Libye, que détruire un pays est infiniment plus facile que de le contrôler ensuite. L'Iran n'est pas la Libye. L'Iran, c'est 85 millions d'habitants. C'est un pays avec une culture millénaire, une armée aguerrie et des capacités de projection régionales considérables via le Hezbollah, les Houthis, les factions irakiennes. Détruire l'Iran militairement créerait un vide sécuritaire qui aspirait l'ensemble du Moyen-Orient dans le chaos. Et Washington le sait. D'où la recherche frénétique d'un accord. Et concernant les 14 points iraniens que Jacques Beau nous détaille, permettez-moi d'ajouter une nuance. Le traité de non-agression que l'Iran exige avec les États-Unis et Israël n'est pas une nouveauté absolue. Des négociations similaires avaient déjà été amorcées en janvier 2026 sous l'égide de la Suisse avant que la guerre n'éclate. Ce que l'Iran demande aujourd'hui, c'est de revenir à ce point de départ, mais en ajoutant des garanties supplémentaires. Et là, on peut avoir une lecture légèrement différente de Jacques Beau. L'Iran est en position de force relative, c'est indéniable. Mais qualifier sans réserve l'Iran de vainqueur absolu serait prématuré. L'Iran a subi des frappes massives. Son économie est fragilisée. Et la population iranienne souffre réellement. Ce qui est vrai, c'est qu'aucune des deux parties n'a véritablement gagné. Et c'est précisément ce rapport de force équilibré
qui rend un accord possible. Dernière chose avant de continuer la vidéo, les informations des 48 dernières heures nous confirment que Marco Rubio a déclaré le 5 mai 2026 que l'opération Epic Fury était conclue et que les États-Unis cherchaient désormais un mémorandum d'entente pour des négociations futures. Ce qui signifie concrètement que Washington a accepté la demande iranienne de séparer la fin des hostilités de la question nucléaire. C'est une concession majeure et c'est exactement ce que Gbagbo avait anticipé. Continuons. Hier, lundi 4 mai, Trump a annoncé que les navires commerciaux pourront traverser le détroit d'Ormuz sous escorte américaine. Alors certains bateaux seraient passés sous escorte, les Iraniens disent que non, et 6 embarcations iraniennes auraient été détruites également par l'armée américaine, selon l'amiral Brad Cooper, et les Iraniens auraient également frappé les Émirats arabes unis. Qu'en est-il réellement de la situation à votre avis? Alors, la situation est un peu confuse à ce stade. On a d'ailleurs certains disent que les Iraniens ont tiré sur des navires de guerre américains. D'autres disent que les Iraniens d'ailleurs disent que c'est plutôt des coups de semonce qu'ils ont tirés, qui ont fait d'ailleurs rebrousser chemin aux navires de guerre. Euh, la question de la destruction des bateaux iraniens a été démentie par les Iraniens, donc on ne sait pas exactement ce qu'il en est. Toujours est-il que l'armée américaine, ou la Navy plus exactement, la marine américaine, a pour mission de faciliter le passage dans le détroit d'Ormuz. Mais faciliter le passage ne signifie pas accompagner les navires. Et en réalité, la marine américaine est là uniquement pour aider les navires qui veulent rentrer dans le détroit d'Ormuz, leur donner, si vous voulez, une sorte de guidage à distance par radio dans les zones sûres du détroit. Donc il ne s'agit pas d'un accompagnement ou d'une escorte, il ne s'agit pas de convoi, mais il s'agit d'un guidage à distance. Les Américains ont d'ailleurs demandé à certains pays d'Asie, la Corée du Sud, etc., de venir pour accompagner les navires. Donc les Américains ne veulent pas entrer en contact avec les Iraniens. Et probablement d'ailleurs, il y a plusieurs explications à ça, mais une certainement est que les Américains veulent éviter d'avoir des morts dans cette affaire ou d'entrer dans un conflit, comment j'allais dire vraiment corps à corps contre les Iraniens. Donc ils sont d'accord évidemment, comme ils l'ont fait jusqu'à maintenant, de bombarder à distance, mais ils ne sont pas prêts à affronter une vraie guerre d'homme à homme, si vous voulez. Et ça aussi parce que si on arrivait dans une phase comme ça, il serait très difficile aux Américains de sortir de ce conflit. Alors il faut comprendre aussi que les différentes tentatives, les Américains avec le plan de 9 points, etc., c'est aussi l'idée de Donald Trump, parce que je dois revenir un peu en arrière pour expliquer que l'autorité que Donald Trump a pour faire cette guerre, c'est une autorité qui est basée sur l'autorisation d'usage de la force militaire par le président américain, qui est une situation d'urgence. C'est-à-dire que normalement, le président américain, comme chef des armées, il peut engager les forces armées. Mais lorsqu'il s'agit d'un conflit, il doit avoir normalement l'autorisation du Congrès pour pouvoir s'engager dans un conflit. Cela étant, en 1973, les législateurs américains ont compris qu'il pouvait y avoir des situations d'urgence dans lesquelles on ne pouvait pas avoir le temps d'avoir un débat parlementaire sur cette question et que par conséquent, on pouvait donner au président américain une autorisation spéciale d'usage de la force, mais de manière limitée. Alors, selon cette AUMF, cette autorisation pour l'usage de la force militaire par le président américain, il peut utiliser la force, il peut utiliser les forces armées pour des opérations militaires à condition, d'annoncer cet engagement dans les 48 heures au Congrès, et deuxièmement, que cet engagement ne dure pas plus de 60 jours. Or, on est actuellement à la fin avril, on était dans les 60 jours d'engagement à la guerre. Donc ça veut dire que théoriquement, Trump n'a plus le droit d'engager ses forces
sans une autorisation du Congrès. Autorisation qu'il n'est pas du tout sûr d'avoir d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont assez sceptiques quant à la finalité, les objectifs et la stratégie même de ce conflit. Par conséquent, et c'est la raison pour laquelle Trump a probablement fait fin avril ce plan en 9 points auprès des Iraniens, c'est pour conclure cette phase, pour donner une conclusion et pouvoir dire au Congrès, voilà, on a fait ce conflit pour telle et telle raison, maintenant ce conflit est terminé, il y a un plan, on est en train de négocier et tout devrait se résoudre. Mais ça, c'est la théorie, parce que Trump sait parfaitement, et d'ailleurs la réponse iranienne montre que le conflit n'est pas terminé et que les Iraniens ne considèrent pas que ce conflit soit terminé tant que leurs propres conditions n'ont pas été remplies, si vous voulez. Et donc, probablement que le jeu de Donald Trump aujourd'hui, c'est de dire au Congrès, voilà, on a eu un conflit de 60 jours, il s'est terminé par un accord, tout le monde est content, on a gagné, on est les plus forts. Et maintenant, il essaye de remettre le compteur à zéro et de dire maintenant les Iraniens veulent reprendre le conflit et on repart sur 60 jours. Voilà, je pense que c'est un petit peu, d'ailleurs beaucoup d'analystes partent sur cette idée-là, et c'est une manière de perpétuer le conflit tout en ayant cette pause intermédiaire qui serait une sorte d'excuse ou un alibi pour Donald Trump pour pour se retirer, ou en tout cas un alibi juridique auprès du Congrès américain. Et ça signifie qu'on pourrait se retrouver dans une phase plus intense ces prochains jours, puisque manifestement les objectifs américains ne sont pas remplis et que même avec Economic Fury, donc cette furie économique qui devrait normalement constituer une sorte de blocus économique de l'Iran, eh bien, ça n'aura pas d'effet significatif non plus. Je rappelle que l'Iran est un pays qui a déjà subi de très nombreuses sanctions, c'est un pays dont l'économie s'est ajustée sur des régimes de sanctions et a réussi à vivre avec ça, et que l'Iran a d'autres manières d'exporter son pétrole que par la voie maritime. Évidemment, c'est nous qui payerons la facture à la fin. Les Iraniens contrôlent le détroit d'Ormuz et en représailles, les Américains font un blocus de tous les bateaux en lien avec l'Iran pour asphyxier économiquement le pays. Peut-on mesurer l'efficacité d'une telle mesure? Or, c'est difficile à évaluer exactement l'impact pour l'Iran. Hein. On se rend bien compte qu'on est sur une raréfication des produits pétroliers sur le marché, qui se traduit par des hausses de prix. Tout ça est assez logique. Mais les conséquences directes pour l'Iran sont assez difficiles à mesurer. Tout d'abord, il faut bien se représenter que le commerce de pétrole par le détroit d'Ormuz ne correspond qu'à 25% grosso modo comment dire, du trafic de ses revenus, plus exactement de son produit intérieur. Voilà, disons ça comme ça. Euh, et que par conséquent, alors 20%, 25%, ça reste une partie importante, c'est certain, mais ça n'est pas non plus la catastrophe complète. Et il y a des pays dont les revenus sont beaucoup plus dépendants que l'Iran, l'Arabie saoudite par exemple, etc. L'Iran est un pays qui exporte énormément, qui est un pays qui est immense, qui a beaucoup de production agricole, qui exporte dans les pays voisins, qui naturellement de ces produits pétroliers, mais pas uniquement. Et par conséquent, il y a, ça, on ne va pas dire qu'on n'asphyxie pas l'Iran comme ça. Par ailleurs, il faut rappeler que l'Iran est un pays qui est sous sanction depuis près de 50 ans, et donc c'est un pays qui est habitué à une certaine autarcie, mais qui a été habitué à vivre avec des sanctions, à vivre avec des limitations, à vivre avec un commerce international qui est entravé. Et par conséquent, on a un modèle économique qui est évidemment très différent pour les pays qui sont habitués ou qui ne sont pas sous sanctions, des pays comme les pays européens, par exemple. On retrouve d'ailleurs exactement le même phénomène qu'on a en Iran avec la Russie. Le fait qu'on ait sanctionné la Russie depuis 2014 a poussé la Russie à prendre des mesures euh, pour compenser ou quelquefois contourner les sanctions. Et par conséquent, le pays souffre beaucoup moins des sanctions aujourd'hui. Euh, il a souffert en 2014,
Mais en 2022, quand on lui a appliqué les sanctions, il a beaucoup moins souffert parce que le pays était déjà habitué à un modèle ou des schémas économiques qui étaient déjà sous sanctions. Ce serait catastrophique, par exemple, pour un pays comme la France, si on imposait brutalement, tout d'un coup, des sanctions, euh, ou la Suisse, ou l'Allemagne, etc. Enfin, quoique ces pays se mettent eux-mêmes sous sanctions, puisqu'ils se privent eux-mêmes de pétrole, etc. Mais bref, c'est un autre débat. Toujours est-il que nous sommes plus vulnérables parce que nous ne sommes pas préparés à ça. Et on a tendance à projeter notre vulnérabilité sur des pays comme l'Iran, mais c'est des pays qui vivent aussi plus simplement. C'est des pays dont la population vit plus simplement, des économies qui sont structurées autour des sanctions, et par conséquent, l'impact est sans doute moins important que ce qu'on pourrait attendre. Par ailleurs, il y a quand même un phénomène, c'est qu'on a vu que les Américains avaient une certaine réticence à intercepter les pétroliers iraniens. Et la raison est assez claire, c'est-à-dire que les Américains comprennent que le blocage du détroit d'Ormuz, naturellement, ça peut toucher l'Iran, mais surtout, ça frappe de manière beaucoup plus, de manière plus forte les économies occidentales qui ne sont pas préparées à ça, occidentales ou asiatiques d'ailleurs, que ce soit le Japon, l'Australie, etc., sont des pays qui ont aussi besoin de pétrole. Et en réalité, la guerre qui a été déclenchée par les Américains et les Israéliens, eh bien, c'est une guerre qui affecte l'ensemble de l'économie mondiale. Et les Américains essayent un peu de minimiser ce qu'ils le font délibérément ou bien en fermant les yeux de temps en temps, ça, je ne pourrais pas le dire, mais on s'aperçoit que malgré tout, il y a un trafic qui se passe. Ici, vous avez les chiffres de Bloomberg jusqu'à la fin du mois d'avril, et vous voyez qu'on a, ça c'est les flux, donc en jaune, ce sont les bateaux qui sortent du détroit d'Ormuz, et en blanc sont les navires qui entrent dans le détroit d'Ormuz. Et vous remarquez qu'il y a quand même, alors évidemment, on est à un niveau qui est environ 10% du trafic habituel, mais il y a quand même un trafic qui passe par le détroit d'Ormuz, qui est une sorte de cordon ombilical qui permet quand même un certain, disons, d'approvisionner un tout petit peu quand même le marché international. Ça, c'est les chiffres qu'on observe. Il y a, donc, comme j'ai dit, les Américains probablement ferment les yeux sur un certain nombre de bateaux. Ils ont, par exemple, en tout cas au début de leur intervention, ils ont fermé les yeux sur les transports russes, par exemple, de nouveau pour éviter d'aggraver la situation de pénurie sur le marché international. Mais il y a des problèmes aussi plus techniques qui sont liés à ça. C'est-à-dire que intercepter un bateau, eh bien, c'est pas trivial. C'est pas quand vous avez des navires qui font 250 mètres, 200 mètres de long, qui ont d'abord une inertie. Donc, pour les arrêter, il faut vraiment, ça prend plusieurs kilomètres. Déjà, ça commence par là. Et puis, si vous voulez en prendre le contrôle, si vous voulez avoir des troupes ou des soldats ou des militaires, enfin peu importe, qui vont sur le bateau pour en prendre le contrôle ou pour contrôler des papiers, pour faire je ne sais pas quelle vérification, eh bien, ça veut dire que vous devez avoir des navires à proximité. Vous devez pouvoir encadrer le navire que vous avez arrêté, éventuellement l'escorter jusqu'à un port si nécessaire. Donc, le fait de créer un blocus, c'est pas juste de dire on passe pas. Les bateaux que vous engagez, eux aussi, vous devez avoir, si vous voulez intercepter 100 navires, vous devez avoir 100 navires aussi au minimum, sans compter les navires pour des actions de combat et des choses comme ça. Donc c'est extrêmement exigeant en matériel naval, et il est possible que l'US Navy n'ait pas la capacité d'être à la fois au four et au moulin. Quand ils ont intercepté un bateau, ben, il y a un autre qui peut passer derrière, et puis on peut rien faire parce qu'on n'a pas assez de bateaux pour courir après chaque bateau. Donc la situation est, et c'est pour ça que ces blocus sont des choses qui sont un peu d'un autre temps, parce que c'est non seulement très coûteux, évidemment financièrement, mais en ressources, en matériel naval, etc. Et c'est difficilement réalisable sur une longue période. Par conséquent,
oui, il y a certainement et sans aucun doute que l'Iran est touché par ces restrictions, sans aucun doute que d'ailleurs les autres pays du Golfe sont aussi touchés par les restrictions concernant le détroit d'Ormuz. Comme je l'ai dit, je pense que le problème le plus grave, le plus significatif dans ce contexte, c'est les compagnies d'assurance qui rechignent un peu à financer ou à couvrir des trafics le passage de bateaux dans une zone qui potentiellement est une zone de guerre. Et ça, c'est probablement l'effet le plus sûr quand on voit cette chute du trafic naval, maritime. Eh bien, je pense que la plus grande partie est due en réalité plus aux compagnies d'assurance qu'à la présence de navires militaires. Mais voilà un petit peu ce qu'on peut dire sur Euh, cette situation. On vient d'entendre Jacques Beau nous expliquer pourquoi le blocus économique de l'Iran, ce qu'il appelle l'opération économique Fury, ne fonctionnera pas vraiment. Et il a raison dans les grandes lignes, mais je veux enrichir son analyse avec quelques faits supplémentaires qui permettent de mieux comprendre la résilience iranienne face aux sanctions. Premier point, l'Iran n'est pas seulement un exportateur de pétrole, c'est un exportateur de gaz, de produits pétrochimiques, de minéraux, de produits agricoles. Et surtout, l'Iran a développé ces dernières années ce que les économistes appellent une économie de la résistance. Ce concept, promu officiellement par le Guide suprême depuis 2012, vise précisément à réduire la dépendance aux exportations pétrolières et à développer une industrie nationale diversifiée. Résultat concret, en 2023, les exportations non pétrolières de l'Iran représentaient déjà plus de 50 milliards de dollars. Ce n'est pas rien. Deuxième point, Jacques Beau cite à juste titre l'exemple de la Russie. Et l'analogie est pertinente. Mais on peut aller encore plus loin. L'Iran a mis en place, bien avant la Russie, des systèmes alternatifs au système financier occidental. Les transactions en yuan avec la Chine, les échanges de marchandises avec l'Inde, l'utilisation de crypto-monnaies pour contourner le dollar, tout cela est en place depuis des années. Et la Chine, parlons-en. La Chine importe en ce moment même du pétrole iranien via des pétroliers qui changent de nom et de pavillon en cours de route. Ces pratiques sont documentées et les États-Unis ferment très souvent les yeux parce qu'une confrontation directe avec Pékin sur ce dossier déclencherait une crise diplomatique d'une toute autre ampleur. D'ailleurs, une information très récente des 48 dernières heures, le 6 mai 2026, le ministre des Affaires étrangères iranien Abbas Araghchi s'est rendu à Pékin pour rencontrer son homologue Wang Yi. Cette visite, quelques heures après les informations sur les négociations avec Washington, montre clairement que l'Iran joue sur plusieurs tableaux simultanément. Téhéran parle avec Washington et en même temps, il renforce ses liens avec Pékin. C'est ça, la diplomatie multipolaire. Troisième point, le détroit d'Ormuz. Jacques Beau nous explique très bien les contraintes logistiques de l'US Navy pour maintenir un vrai blocus. Mais il y a une dimension supplémentaire qui l'effleure. L'Iran a développé depuis 20 ans une doctrine militaire dite asymétrique, ce qui signifie qu'il n'a jamais eu l'intention de rivaliser avec l'US Navy en termes de puissance de feu conventionnelle. Au lieu de ça, l'Iran investit dans des missiles anti-navires de précision, des drones navals, des sous-marins miniatures et des bateaux rapides capables de mener des attaques surprises. Cette doctrine s'appelle la guerre de la moustique et elle est redoutablement efficace dans les eaux étroites du golfe Persique. Autrement dit, même si l'US Navy dispose d'une supériorité écrasante en haute mer, dans le détroit d'Ormuz, l'équation est bien plus complexe et bien plus dangereuse pour les navires américains. Passons maintenant au retrait des Émirats arabes unis de l'OPEP, et là, je veux nuancer légèrement l'analyse de Jacques Beau. Il a raison de souligner que c'est une brèche dans le cartel, et il a raison de dire que ça arrange partiellement Trump en permettant une augmentation de l'offre pétrolière mondiale. Mais je pense qu'il y a une dimension supplémentaire. Ce retrait des Émirats de l'OPEP est aussi un message très fort adressé à l'Arabie saoudite.
La relation entre Riyad et Abu Dhabi, malgré les apparences d'unité, est en réalité marquée par des rivalités profondes. Sur la question du Yémen, sur la question du Qatar, sur la question des quotas pétroliers, les deux pays se sont régulièrement affrontés en coulisses. Et les Émirats, en prenant leur indépendance par rapport à l'OPEP, envoient un signal à l'Arabie saoudite. Nous ne nous laisserons plus dicter notre politique pétrolière. Sur le fond, l'analyse de Jacques Beau sur l'infrastructure portuaire de Fujairah est absolument exacte. Le terminal de Fujairah permet aux Émirats d'exporter leur pétrole sans passer par le détroit d'Ormuz. C'est un avantage stratégique considérable dans le contexte actuel, et c'est certainement l'une des raisons pour lesquelles les Émirats ont été ciblés par des représailles iraniennes. L'Iran ne pouvait pas laisser un concurrent directement bénéficier de la fermeture du détroit. Voilà, le tableau géopolitique de cette région est d'une complexité extraordinaire, et c'est justement ce que Monde Multipolaire cherche à vous expliquer. Continuons. Cette semaine, malgré le cessez-le-feu, les combats continuent au Liban. Les Israéliens bombardent et rasent les villages au sud du pays. Les Américains poussent pour que Netanyahou et Aoun, le président libanais, se rencontrent, mais en vain. Le Hezbollah accuse les autorités libanaises de soumission à l'ennemi. Quelle est votre analyse de la situation? En fait, on est dans une situation qui était prévisible, hein, et qu'on avait déjà annoncé. On sait que les Israéliens ne respectent pas les cessez-le-feu. Ils l'ont fait depuis, depuis toujours, à vrai dire. Et là, on avait donc un cessez-le-feu qui avait été, je le rappelle, et je le mets ici peut-être à l'écran. Hop là, voilà. On avait un cessez-le-feu qui avait été annoncé par comment, monsieur le Premier ministre pakistanais, qui faisait la médiation entre Iraniens et Américains. Et puis, on avait eu une confirmation, d'ailleurs, de la Maison-Blanche, qui parlait également de ce cessez-le-feu et qui, par ailleurs, entre parenthèses, parlait de l'accord de 10 points, ou plutôt de la proposition aux 10 points qui avait été donnée par les Iraniens et qui avait été en grande partie acceptée par les Américains. Donc, on voit qu'on était au début avril, c'est-à-dire le 7-8 avril, on était assez avancé. Mais vous vous rappelez que le premier jour de la mise en œuvre du cessez-le-feu, eh bien, les Israéliens ont tout simplement bombardé le sud-Liban, probablement parce que le but des Iraniens est en fait d'avoir une guerre entre les États-Unis et l'Iran. C'est ça que veulent les Israéliens. Ils l'ont toujours voulu. Enfin, autrefois, c'était avec d'autres acteurs. Ils ont toujours voulu une implication militaire des Américains. Et aujourd'hui, eh bien, ils ont eu la bonne poire qu'il fallait, c'est-à-dire Donald Trump. Et puis, c'est la raison pour laquelle les Israéliens font tout pour que la situation s'envenime au Moyen-Orient. Donc, voilà où on est. Alors, au niveau des victimes au Liban, parce que ça, évidemment, nos médias n'en parlent jamais, mais, et ça, c'est les victimes d'aujourd'hui, données par le ministère de la Santé libanais, on voit qu'on est ici à près de 2600, enfin à 2659 morts, qui sont des civils, hein, ce sont tous des civils. Et on voit également les régions qui sont bombardées, donc pratiquement tout le Liban, pardon, est bombardé. La partie sud où on se bat, et on va peut-être y revenir sur une carte pour montrer où sont le déroulement effectif des combats, c'est là, pardon, voilà. On est dans cette, hop là, je vais faire comme ça. On est dans cette zone, cette fameuse zone jaune que les Israéliens ont définie, qui consiste pour l'instant en une sorte de zone tampon qu'ils ont faite et qui correspond plus ou moins avec la position des forces israéliennes au Liban. Donc les forces israéliennes sont, malgré le cessez-le-feu, sont entrées plus profondément dans le Liban. Comme vous l'avez dit, rasent des villages, détruisent toujours des écoles. Euh, il y a, comme toujours avec les Israéliens, c'est ce qui est un peu, ce qui est assez perturbant à vrai dire, il y a une insistance à toucher les installations sanitaires, les installations médicales
ou sanitaire, enfin ça dépend du vocabulaire qu'on a, sanitaire au sens médical du terme, s'entend, et les écoles. À tel point que d'ailleurs au Liban, certaines organisations humanitaires aujourd'hui euh, évitent ou enlèvent le signe, par exemple de la Croix-Rouge ou bien le signe qui indique que c'est un véhicule sanitaire sur le toit des véhicules, parce qu'ils constatent qu'ils sont plus ciblés lorsqu'ils portent les insignes d'une ambulance ou un truc comme ça. Donc, on est dans quelque chose qui est extrêmement, disons, que personnellement, j'avais vu dans aucun conflit. On est vraiment dans quelque chose qui est extrêmement pervers, mais qui ne devrait pas nous surprendre, puisque c'est ce qu'on avait vu à Gaza en réalité. On est exactement dans cette même chose. Et alors, évidemment, toute la problématique et les villages rasés s'expliquent. D'ailleurs, c'est la même chose qu'on a eu à Gaza. D'ailleurs, on parle pour le Sud-Liban quand on essaye de décrire la manière dont les Israéliens occupent le Sud-Liban, on parle de la doctrine Rafah. Rafah, je vous le rappelle, c'était cette localité qui est au sud de la bande de Gaza, qui a été à peu près totalement rasée par les Israéliens. Et là, on a exactement la même chose lorsque les villages sont naturellement bombardés par des avions et l'artillerie. Et puis après, de ce qui reste du village, on vient le raser, littéralement raser, au bulldozer et à l'explosif. Donc il y a vraiment, une politique d'éradication. Techniquement, on appelle ça extermination, hein, c'est le fait d'éradiquer des populations. On est effectivement dans cette dynamique-là. Et, et ça, c'est quelque chose évidemment, qui nous rappelle d'autres choses et qui nous rappelle aussi d'autres endroits ou d'autres facettes de l'occupation israélienne. Et je n'en avais pas parlé jusqu'à maintenant parce qu'il y avait d'autres sujets qui avaient un peu défrayé, enfin qui étaient plus importants au sens de la géopolitique et de la situation internationale. Mais il y a eu un phénomène qui a défrayé la chronique en Italie, ça a été la publication de l'Espresso, qui est un magazine d'information comme l'Express en France, si vous voulez, et qui avait publié sur sa page de couverture cette photo assez bizarre d'un colon israélien. Ce n'est pas un militaire, malgré son habillement qui ressemble, c'est un colon en Cisjordanie. Et il y a eu une protestation d'ailleurs de l'ambassade israélienne en Italie qui pensait que cette photo était même antisémite pratiquement, ce qui est assez ironique quelque part, puisque ça montre un soldat israélien. Et, et on voit que les Israéliens sont de plus en plus mal à l'aise avec cette situation, mais ils sont incapables de maîtriser comment dire, ces entorses permanentes au droit international. Et évidemment, pour moi qui suis, vous voyez, je reviens sur la question des attaques sur les installations médicales. Euh, on a en permanence toujours le même type de rapport qui vient. On a l'impression qu'il y a un ciblage euh, conscient, délibéré sur les installations qui servent à, et d'ailleurs on avait vu exactement la même chose à Gaza, hein. Beaucoup d'organisations internationales et des Nations Unies s'étaient alarmées. Il y avait eu un rapport des Nations Unies d'ailleurs qui avait été fait exclusivement sur cette problématique du ciblage pratiquement systématique et délibéré de toutes les installations médicales, les hôpitaux, les hôpitaux de fortune ou les stations de soins de fortune qui existaient à Gaza, etc. Et on a exactement la même chose qui se passe ici. On y ajoute naturellement l'élimination des enfants. Et puis, on a effectivement, d'ailleurs, sur cette image, là, c'est une image qui est faite en Cisjordanie. Vous voyez le même personnage que tout à l'heure, d'ailleurs, ici, qui arrache les arbres des paysans palestiniens en Cisjordanie. Donc, on voit des atteintes délibérées, répétées, conscientes et soutenues par la communauté internationale. Parce que malgré les gesticulations de Jean-Noël Barrot à l'Assemblée nationale, il n'y a absolument aucune
action qui est prise contre ces choses-là, qui sont des choses qui se répètent et se répètent. Et systématiquement, d'ailleurs, ici, on a ce rapport de B'Tselem, qui est une organisation humanitaire israélienne, d'ailleurs, qui lutte contre le non-respect des droits de l'homme et des droits fondamentaux, à vrai dire, des Palestiniens en Palestine. Et qui indique que les gens qui font d'épuration ethnique ou qui éliminent, qui se rendent coupables de crimes, ne sont tout simplement pas poursuivis dans l'armée israélienne. Et vous aviez même l'année passée, ça passe évidemment dans nos médias, on n'a pas vu ici, c'est un média israélien d'ailleurs, I24 est une chaîne israélienne, mais en Israël, c'est un sujet qui émeut quand même certaines personnes. Ça n'émeut pas les Européens, mais ça émeut les Israéliens eux-mêmes, donc c'est une chose qui est à noter quand même. On voit que nos politiciens, nos ministres des Affaires étrangères sont pires que les Israéliens de ce point de vue-là. Et ce général disait que certains soldats tuaient les enfants palestiniens comme hobby, donc comme passe-temps. Et ça, c'est de nouveau des choses qu'on n'avait jamais vues. Et je vous rappelle d'ailleurs ce rapport qui avait été publié l'année passée, que malgré toutes ces violations, la France continue à fournir des armes à Israël et a fait d'ailleurs une année record en 2024. Et puisqu'on a parlé des territoires palestiniens, alors on s'éloigne un petit peu du Liban, mais ça entre toujours dans cette même, si vous voulez, dans cette même logique de condamner les entorses au droit international. Je vous rappelle le communiqué de la Cour internationale de justice du 19 juillet 2024. J'ai pris le communiqué de presse parce que c'est la version simplifiée, mais en réalité, il y a un texte naturellement juridique qui est associé à ce communiqué de presse et qui parle de la question des territoires occupés. Et je vous en cite quelques passages qui me semblent importants puisque nos médias ne l'ont absolument pas relevé. La présence continue de l'État d'Israël dans le territoire palestinien occupé est illicite. Je vous rappelle, quand on dit le territoire palestinien occupé, ça veut dire, c'est une forme en singulier, mais qui comprend en réalité Gaza, Jérusalem-Est et la Cisjordanie. Et le deuxième paragraphe, c'est l'État d'Israël est dans l'obligation de mettre fin à sa présence illicite dans le territoire occupé dans les plus brefs délais. Dans l'obligation de mettre fin. Je n'ai rien vu qui s'est fait et aucun pays qui a essayé de faire mettre ça en action. L'État d'Israël est dans l'obligation de cesser immédiatement toute nouvelle activité de colonisation et d'évacuer tous les colons du territoire occupé palestinien. L'État d'Israël a l'obligation de réparer le préjudice causé à toutes les personnes physiques ou morales concernées dans le territoire palestinien occupé. Plus loin, tous les États sont dans l'obligation, ça concerne tous les États, en partie tous ces États qui défendent soi-disant des valeurs comme mon pays, la Suisse, la France, la Belgique et d'autres. Tous les États sont dans l'obligation de ne pas reconnaître comme licite la situation découlant de la présence illicite de l'État d'Israël dans le territoire occupé palestinien et de ne pas prêter aide ou assistance au maintien de la situation créée par la présence continue de l'État d'Israël dans le territoire occupé. Je vous ai montré tout à l'heure que la France continue à soutenir ça par des livraisons d'armes. Les organisations internationales, y compris l'Organisation des Nations Unies, sont dans l'obligation de ne pas reconnaître comme licite la situation découlant de la présence illicite de l'État d'Israël dans le territoire palestinien occupé. Et l'Organisation des Nations Unies, et en particulier l'Assemblée générale, qui a sollicité l'avis et le Conseil de sécurité, doivent examiner quelles modalités précises et les mesures supplémentaires qui sont requises pour mettre fin dans les plus brefs délais à la présence illicite de l'État d'Israël dans le territoire occupé palestinien. Alors, tout ça, c'est les décisions de justice, une de plus, que personne n'a fait respecter. Et ça sont des choses qui sont assez choquantes et qui sont d'autant plus choquantes, si vous me passez l'expression, que ma culture de soldat, eh bien, on va essayer, on va y arriver, c'est ça, c'est celle-là. Quand j'étais soldat, j'ai reçu un manuel, le livre du soldat, dans lequel il était écrit « Oui, tel est ton devoir de guerrier, impitoyable au combat, mais charitable à l'égard de l'ennemi, livré à ta bonne volonté.
les atteintes à la vie et à l'intégrité corporelle, la torture, les prises d'otages, le pillage sont prohibés en tout temps à l'égard des non-combattants. Celui qui se livre à de tels crimes doit être puni. Le crime appelle le crime. Tout acte d'inhumanité attire des représailles. Valeureux au combat, chevaleresque à l'égard d'ennemis désarmés, tel doit être ma loi en cas de guerre. Voilà. Comparez ça avec l'armée israélienne et vous verrez si ces gens peuvent porter le titre de soldats. Ces gens sont des voyous. Nous soutenons des voyous. Nos gouvernements soutiennent des voyous et se donnent bonne conscience en qualifiant parce que de nouveau, on profite des flous des définitions juridiques, en qualifiant le Hezbollah de terroriste ou le Hamas de terroriste. Or, ce sont des organisations qui défendent des territoires qui sont occupés illégalement, comme on vient de le dire, et par conséquent sont des organisations de résistance. Qu'ils aient commis des crimes et qu'ils soient coupables de crimes d'ordre terroriste, ça, c'est une autre chose. On peut être terroriste et résistant. On peut être terroriste et résistant. Mais se cacher derrière la définition de terroriste pour condamner une organisation de résistance est tout simplement une manière de se dérober à son devoir international. Et les gens qui ont commis des crimes, qu'ils soient palestiniens, libanais et naturellement au premier chef israéliens, doivent être punis. Et c'est l'obligation de la communauté internationale de soutenir le droit international, de faire respecter le droit international et de faire respecter le droit des Libanais, des Palestiniens de vivre dans des territoires qui, comme on l'a dit tout à l'heure, sont illégalement occupés. Voilà, ça c'est ce que je voulais dire sur ce sujet qui, comme vous l'avez vu, me tient à cœur. Alors, un autre front, la guerre en Ukraine, plusieurs dirigeants européens appellent aujourd'hui à négocier avec l'Ukraine. Le Premier ministre belge a déclaré que l'idée de discussion entre l'UE et la Russie était devenue un courant de pensée dominant. Kaja Kallas, la chef de la diplomatie européenne, lui a répondu et a rejeté l'idée de discussion directe entre l'UE et la Russie. Quelle est votre analyse? Or, effectivement, c'est pas totalement nouveau. On avait déjà eu ça l'année passée. Certains dirigeants européens, notamment le Premier ministre espagnol, avaient constaté que probablement il faudrait renouer le dialogue avec la Russie. C'est une position aussi que les Américains et que l'administration Biden avait déjà essayé de faire, alors non pas vis-à-vis des Européens, mais avait demandé aux Ukrainiens d'entamer ou de réouvrir un dialogue avec la Russie. C'était en novembre 2022. Les Européens sont venus un peu plus tard là-dessus, mais ces derniers temps, on a effectivement des gens comme Bart de Wever, le Premier ministre belge, comme vous l'avez dit, mais aussi Madame Meloni, en Italie, qui a fait ça, qui a emboîté le pas d'ailleurs d'Emmanuel Macron, qui a aussi évoqué ça. Emmanuel Macron a d'ailleurs envoyé une délégation, ou avait proposé d'envoyer une délégation à Moscou, mais sans réelle proposition, parce que toute la problématique de ce dialogue, c'est de savoir qu'est-ce qu'on veut dire. Et c'est là qu'est le cœur du problème en réalité, et j'y reviendrai. Euh, le plus récemment, même le président estonien a évoqué cette situation, et là je cite Ukrainska Pravda, et qui rappelle d'ailleurs que l'Europe, et c'est quelque chose que j'avais dit dans mes ouvrages, d'ailleurs vous voyez que gentiment même les pays les plus farouchement anti-russes viennent à des choses que j'avais dit dans mes livres. Donc, c'est un peu une sorte comment dire, de retour retour des choses qui est assez ironique. L'Europe avait l'occasion d'entamer des négociations de paix avec la Russie au printemps 2022, lorsque les forces armées ukrainiennes ont repoussé les forces russes des abords de la capitale, mais elle a manqué cette chance. Et c'est quelque chose que j'ai dit d'ailleurs dans mon dernier ouvrage sur la paix en Ukraine. C'est exactement d'ailleurs ce que je dis dans ce que dit le président estonien, est exactement ce que j'ai dit. Et on a eu, alors, le 30 avril, on a eu une déclaration de Kaja Kallas, et c'est là qu'on voit qu'on a des dirigeants européens
qui sont totalement déconnectés de la réalité. Kaja Kallas dit qu'en fait, l'Union européenne ne doit pas s'humilier à aller chercher le contact avec l'Union européenne et qu'en fait, se mettre dans la position de demandeur est une position humiliante pour l'Union européenne. Alors, j'ai parlé à plusieurs reprises, même je crois sur cette chaîne, du fait qu'effectivement, quand on est demandeur, on est dans une situation délicate et comment dire, une situation fragile, si vous voulez. Mais c'est pas parce qu'on demande qu'on est dans une situation fragile, c'est parce que on est dans une situation fragile qu'on demande. Pas, il faut pas. Là, Kaja Kallas inverse la logique. C'est parce que, et d'ailleurs, ce qui est intéressant, et là aussi je cite Ukrainska Pravda d'ailleurs, qui parle effectivement de cet événement où Kaja Kallas a dit que l'Union européenne ne devait pas s'humilier. Et quand vous lisez le texte, vous comprenez pourquoi c'est une humiliation. Nous avons prévu de discuter avec les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne à Chypre afin de leur faire part de nos situations et de nos demandes à l'égard de la Russie une fois la guerre terminée. C'est pourquoi, avant de les rencontrer, nous devons nous entendre sur les sujets que nous souhaitons aborder. Ça veut dire, en d'autres termes, que l'Union européenne ne sait pas ce qu'elle veut dire à la Russie. L'Union européenne n'a aucun levier par rapport à la Russie. Et c'est pour ça qu'elle est faible. Ce n'est pas parce qu'elle demande qu'elle est faible, mais elle demande parce qu'elle ne sait pas quoi demander, elle a rien à offrir. Et c'est là qu'est le fond du problème. La diplomatie, ce n'est pas quelque chose qui se fait le matin entre les croissants et le café. C'est quelque chose qui se prépare de longue date. On doit avoir une idée très précise de ce qu'on essaye, de ce qu'on veut faire. Et c'est exactement comment dire, cette politique de long terme ou même de moyen terme, hein, qui manque dans l'Union européenne. Et c'est la faiblesse de l'Union européenne. Ce n'est pas qu'ils veuillent parler à la Russie, c'est qu'ils sont incapables de savoir ce qu'ils se veulent. C'est ça la faiblesse de l'Union européenne. Pas d'ailleurs uniquement dans ce domaine, mais c'est un domaine dans lequel on le voit. Et on le voit très bien d'ailleurs. C'est assez frappant de voir qu'en novembre, Kaja Kallas avait dit qu'elle avait un plan pour la situation en Ukraine. Et elle disait l'Union européenne dispose d'un plan en 2 points très clairs. Premièrement, affaiblir la Russie. Deuxièmement, soutenir l'Ukraine. On voit bien que ce n'est pas un plan. Ça n'a strictement rien à voir avec un plan. D'autre part, affaiblir la Russie, bon, on peut dire que c'est un objectif, mais soutenir l'Ukraine, ce n'est pas un objectif. Vous ne soutenez pas pour soutenir. Vous ne pouvez pas soutenir pour qu'elle soit soutenue. Qu'est-ce que vous voulez obtenir avec l'Ukraine? Et c'est exactement là qu'est le problème. Et le problème n'est pas dans le fait de dialoguer, mais dans le fait d'être incapable de trouver de quoi parler. Et je me suis posé beaucoup de questions sur et je l'ai mentionné d'ailleurs dans mon livre sur la paix en Ukraine. Et finalement, j'ai eu la clé de la solution, de la clé du problème un peu plus tard, lorsque le chef d'état-major général belge a fait une déclaration tout récemment dans un journal qui a été reprise ici, j'ai pris la citation, dans un média ukrainien, pour être sûr qu'on soit du bon côté, si vous voulez. Et il explique ici, d'ici 2030, nous devons donc être en mesure de dire à Vladimir Poutine que même sans les Américains, il ne gagnera pas une guerre contre l'Europe. Il nous reste donc quelques années devant nous, grâce au courage et au sacrifice des Ukrainiens qui gagnent du temps pour nous. C'est pourquoi nous les soutenons avec tant de fermeté. Donc on comprend maintenant pourquoi l'objectif défini par Kaja Kallas, c'est 1. Affaiblir la Russie, 2. Soutenir l'Ukraine. C'est pas pour que l'Ukraine gagne, c'est pas pour le bien-être de l'Ukraine, c'est pour permettre aux Européens de s'armer. Et on part de cette menace, qui d'ailleurs n'est basée sur strictement rien du tout, pour dire que la Russie va nous attaquer et qu'il nous faut donc militariser l'Union européenne. Et pour garder, si vous voulez, le consensus autour de cette militarisation, eh bien, on dit, voilà, c'est les Ukrainiens qui gagnent du temps pour nous. Comme si, dans la foulée, après avoir détruit l'Ukraine, eh bien, la Russie allait s'attaquer à l'Europe, qui est une situation dont on n'a strictement aucun indice. Et ce n'est pas simplement moi qui le dis, mais, et d'ailleurs, oui, encore une chose que dit le général Vanzina est en fait la même formulation qu'un rapport
qui a été fait pour le Parlement belge, où où le même général d'ailleurs a dit exactement la même chose, que l'Ukraine gagnait du temps pour la remilitarisation de l'Europe. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette idée que la Russie veut attaquer l'Europe, elle est basée sur strictement rien du tout. C'est des élucubrations occidentales. Alors, Zelensky avait fait des propos dans cet ordre-là. Il avait dit que la Russie se préparait à attaquer les pays baltes, etc., et que la Russie se préparait à une grande offensive contre l'Europe. Seulement, ce qu'on n'a pas dit, évidemment, c'est que les politiciens, même estoniens, alors qu'ils sont alors vraiment pas pro-russes, on dit que ce n'était pas du tout la réalité et qu'en fait, les déclarations donc, de Zelensky ne correspondent ni à nos renseignements, ni à notre évaluation de la menace. Nous ne constatons pas que la Russie concentre ses forces ou se prépare militairement de quelque manière que ce soit à attaquer l'OTAN ou les pays baltes. C'est plutôt le contraire. La Russie n'est pas en position de force sur le front ukrainien, ni sur le plan économique, a déclaré M. Sankna, qui est le ministre des Affaires étrangères estonien. Donc on voit que en réalité, et c'est la déclaration du chef d'état-major belge est assez révélatrice parce que, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, elle se met en miroir par rapport à la déclaration de Kaja Kallas, où en réalité, on n'a pas d'objectif pour l'Ukraine. On a un objectif pour nous, c'est-à-dire on veut remilitariser l'Europe et, par ma foi, les Ukrainiens, c'est très bien, mourrez pour nous. Et de nouveau, on est sur des choses qu'on a déjà évoquées à de très nombreuses reprises par le passé. C'est ce qu'avait dit Lindsey Graham, d'ailleurs, qu'on allait se battre jusqu'au dernier Ukrainien, exactement. Ce qu'on vient d'entendre sur le Liban, c'est difficile à écouter. Et ça devrait l'être. Parce que ce dont parle Jacques Beau, la politique de destruction systématique des villages, le ciblage des infrastructures médicales, l'éradication délibérée des populations civiles, ce sont des réalités documentées par des dizaines d'organisations internationales. Jacques Beau utilise le mot extermination. Et franchement, à ce stade, sur le fond, il est difficile de ne pas comprendre d'où vient ce terme. La Cour internationale de justice avait déjà conclu, dans son avis consultatif du 10 à 9 juillet 2024, que la présence israélienne dans les territoires palestiniens occupés est illicite, pas seulement problématique, pas seulement contestable, illicite, et que tous les États membres ont l'obligation de ne pas reconnaître cette situation et de ne pas y prêter assistance. Or, la France a battu son record de livraison d'armes à Israël en 2024, ce qui signifie que Paris est en violation directe d'une décision de la plus haute juridiction internationale. C'est un fait. Ce n'est pas une opinion. Maintenant, sur la doctrine Rafah que mentionne Jacques Beau, rasage systématique des villages, destruction des infrastructures, je veux ajouter un élément historique important. Cette doctrine n'est pas née à Gaza, elle s'inscrit dans une longue tradition de ce que les historiens israéliens critiquent, Ilan Pappé en tête, appelle le nettoyage ethnique. Pappé a documenté de façon méticuleuse, dans son ouvrage de 2006 comment, dès 1948, l'opération Dalet visait à vider de leur population arabe les villages palestiniens. Plus de 500 villages détruits, 700 000 Palestiniens déplacés, c'est ce que les Palestiniens appellent la Nakba, la catastrophe. Ce que nous voyons aujourd'hui au Sud-Liban est la continuation d'une logique qui remonte à 75 ans. Et comprendre cette continuité historique est indispensable pour analyser correctement la situation actuelle. Sur la situation en Ukraine maintenant, Jacques Beau met le doigt sur quelque chose d'essentiel. La diplomatie européenne est en panne d'idées et la déclaration du chef d'état-major belge, les Ukrainiens meurent pour gagner du temps à l'Europe, est d'une brutalité désarmante. On est dans un cynisme d'État assumé. Les Ukrainiens ne se battent plus pour l'Ukraine. Ils se battent pour permettre à la Belgique, à la France, à l'Allemagne de réarmer. Et là, je veux soutenir et compléter l'analyse de Jacques Beau, parce qu'il y a une ironie tragique dans tout ça. L'Europe qui prétend défendre la démocratie ukrainienne est la même Europe qui a refusé, en mars 2022, les accords de Minsk III que Zelensky et Poutine étaient sur le point de signer, sous pression de Boris Johnson, émissaire de Washington.
Ces accords auraient arrêté la guerre avec des concessions territoriales limitées. Au lieu de ça, l'Europe a choisi d'alimenter le conflit. Résultat, des centaines de milliers de morts supplémentaires, des villes entières rasées et une Ukraine qui a perdu bien plus de territoire qu'elle n'en aurait perdu sous Minsk III. Sur Kaja Kallas et son refus de dialoguer avec Moscou, Jacques Beau est très juste quand il dit que la vraie faiblesse européenne, ce n'est pas de vouloir parler, c'est de ne pas savoir quoi dire. Mais je veux ajouter quelque chose. Ce vide stratégique européen est aussi le produit d'une dépendance structurelle à l'OTAN, autrement dit aux États-Unis. Depuis 75 ans, les Européens ont délégué leur pensée stratégique à Washington. Ils ont oublié comment penser la sécurité continentale de façon autonome. Et maintenant que les États-Unis sous Trump se désengagent partiellement, les Européens se retrouvent comme des enfants abandonnés dans une forêt la nuit. Ils crient, ils s'agitent, mais ils n'ont aucune carte. C'est ça, la vraie tragédie européenne dans ce conflit. Continuons la vidéo. Exactement dans cette logique-là. Et c'est ça qui est assez dramatique dans cette affaire, c'est que on a une diplomatie qui est totalement en panne d'idées, donc qui est même pas capable de voir qu'est-ce qu'on pourrait négocier. Et j'ai parlé tout à l'heure de la tentative de Macron d'ouvrir un dialogue avec la Russie, mais le fait est que cette délégation qui est allée à Moscou est allée pour, comment dire, j'ai demandé, alors je simplifie un petit peu, hein, mais demander la capitulation de la Russie. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas allés pour négocier, ils sont allés pour dire à la Russie, maintenant vous arrêtez de faire la guerre et puis vous avez perdu. Ah, les Russes ont dit exactement, on leur dit pas du tout. Et ils sont fait remballer. Mais pas, qu'est-ce qu'on cherche à faire à travers des négociations? Qu'est-ce qu'on cherche à obtenir? Et c'est là d'ailleurs ce vide diplomatique dans lequel on est, qui a fait que les Américains ont évité par tous les moyens d'avoir les Européens impliqués dans les négociations entre l'Ukraine et la Russie. Les Américains se sont fait les médiateurs, c'est ce qu'on a vu l'année passée, en partie au mois d'août avec la rencontre d'Anchorage en Alaska entre Vladimir Poutine et Donald Trump, et qui aurait dû se prolonger à travers la réunion, un sommet à Budapest, etc. Bref, tout ça n'a pas fonctionné, tout simplement parce que les Européens avaient refusé catégoriquement les conclusions que Donald Trump s'était engagé à leur vendre, entre guillemets, à vendre aux Européens, de façon à trouver une solution au conflit. Et les Européens ne voulaient pas entendre parler d'une négociation. Et donc, on est tout simplement dans ce problème-là. On a des Européens qui, en réalité, ne veulent pas la paix parce que pour eux, le nombre d'Ukrainiens qui meurent, ça, c'est pas du tout important. L'important, c'est le nombre de Russes qui meurent. C'est ça qui est important pour eux. Et par ailleurs, cette guerre fait une sorte dans leur esprit, une sorte de paravent pour qu'elles puissent se préparer à la guerre. Et de nouveau, là, on a des contradictions habituelles où on vous dit, les mêmes personnes vous disent que les Russes n'avancent pas en Ukraine, mais en même temps, ils menacent jusqu'à Paris, quoi. J'entends, on est dans des contradictions de ce type-là. Mais au-delà de ces contradictions, on s'aperçoit qu'il y a effectivement, il n'y a aucune stratégie européenne pour résoudre ce conflit. Et c'est ce qui est assez intéressant dans la déclaration du général Vanzina, c'est qu'il explique, bah, c'est parce que les Américains ne sont pas là qu'on est obligé de militariser et donc que vous êtes obligé de mourir. En clair, c'est un peu ça qu'il dit. C'est la faute des Américains quelque part. Bah, s'ils étaient là, ils pourraient contrer les Russes et puis on pourrait avoir une force militaire convaincante face à la Russie et on n'aurait pas besoin de se militariser et donc on aurait la paix. Le problème n'est pas aussi simple que ça. Et c'est d'ailleurs assez troublant de voir des personnages qui sont assez haut placés dans les hiérarchies, qu'elles soient militaires ou politiques, mais totalement dépourvus d'une vision de ce qu'ils cherchent à faire. La vision, et d'ailleurs on la voit très bien dans la déclaration de Kaja Kallas, c'est affaiblir la Russie, c'est tout. Et c'est même pas détruire la Russie, c'est uniquement l'affaiblir. Qu'est-ce que ça veut dire? En soi, ça veut strictement rien dire. Donc, on est dans on compte sur les Ukrainiens pour gagner du temps, sans évidemment mentionner que
Sur le terrain, eh bien, c'est les Ukrainiens qui meurent, n'est-ce pas? Et tout ça, on ne sait pas vraiment pourquoi. On ne sait pas vraiment dans quel but. Parce qu'affaiblir la Russie, est-ce que quand il y a 10 soldats russes qui meurent, est-ce que c'est un affaiblissement? Est-ce qu'il y en a 100, 1000, 10 000? C'est un affaiblissement de la Russie. On sait qu'est-ce que ça veut dire affaiblir la Russie. Personne ne sait ce que ça veut dire. Donc, on est dans une situation où on se met soi-même dans une situation de guerre, et parce qu'actuellement, l'Union européenne est quasiment dans une situation de guerre. On a parlé la fois passée, si ma mémoire est bonne, la question des drones que les pays européens laissent passer sur leur territoire, ce qui les met dans une situation de co-belligérance, très clairement, et juridiquement parlant. Et tout d'un coup, on ne sait même pas pourquoi on veut faire ça. Bon, certainement parce qu'on n'aime pas les Russes, ça c'est certain. Mais pourquoi? Dans quel but? Avec quel objectif? Et ça, c'est effectivement ce qui manque à la fois dans les objectifs, dans la perspective d'une solution militaire au conflit, mais également dans la perspective d'une solution diplomatique du conflit. On ne sait même pas ce qu'on veut atteindre avec la Russie. On aimerait bien qu'elle perde, bien sûr, seulement perdre, ce n'est pas simplement parce qu'on dit qu'elle perd, il faut qu'elle perde sur le terrain. Et là, à ce stade, je ne vois pas comment on arrive à déterminer ça. Concrètement, il n'y a absolument rien qui l'indique, même sur le terrain, même s'ils perdent des tas de choses et des tas de personnes. Néanmoins, il n'y a rien qui n'indique que les Russes perdent sur le terrain. Voilà. Voilà, on est arrivé au bout de cette interview de Jacques Beau et je veux vous donner ma synthèse personnelle en fidélité à la ligne éditoriale de Monde Multipolaire. Ce que cette vidéo nous a montré fondamentalement, c'est que le monde unipolaire, ce qui signifie le monde où Washington décide seul et où tout le monde obéit, ce monde-là est en train de s'effondrer. Et cet effondrement ne se fait pas brutalement, dans un grand fracas de bombes, il se fait progressivement, dans l'accumulation de petits échecs, de plans abandonnés, de blocus qui ne tiennent pas, de sanctions qui n'éradiquent pas les économies ciblées. L'Iran est là depuis 45 ans sous pression. Et l'Iran est toujours là, avec ses conditions, avec ses exigences, avec sa dignité. La Russie est sous sanction depuis 2014. Et la Russie est toujours là, avec une économie qui a absorbé les chocs, avec une armée qui avance sur le terrain ukrainien. La Chine, elle, n'a même pas eu besoin de subir des sanctions pour s'émanciper du dollar. Elle l'a fait stratégiquement, patiemment, sur plusieurs décennies. C'est ça, le monde multipolaire. Ce n'est pas un slogan, ce n'est pas de la nostalgie soviétique, c'est une réalité géopolitique en train de se construire devant nos yeux. Et les dernières informations de ces 48 dernières heures nous le confirment une nouvelle fois. Selon Axios et Reuters, les États-Unis et l'Iran seraient sur le point de signer un mémorandum d'entente en 14 points. Washington aurait accepté la demande iranienne de séparer la fin des hostilités de la question nucléaire, ce qui signifie que l'Iran a obtenu, sur la table des négociations, ce qu'il n'a jamais cédé sous la pression militaire. Trump veut aller en Chine la semaine prochaine. Il veut pouvoir annoncer un accord. Il est pressé. Et Téhéran le sait. Je veux terminer sur une note plus personnelle, si vous me le permettez. Jacques Beau cite le livre du soldat suisse, ce texte qui dit « Impitoyable combat, mais charitable à l'égard de l'ennemi livré à ta bonne volonté. Les atteintes à la vie, la torture, les prises d'otages, le pillage sont prohibés en tout temps. C'est cette norme-là, cette norme universelle, que nous devons défendre. Pas comme idéalisme naïf, mais comme condition minimale d'une coexistence humaine possible. Et sur ce terrain-là, la ligne éditoriale de Monde Multipolaire est claire. Nous défendons le droit international. Nous défendons la souveraineté des peuples. Nous défendons le droit des Iraniens, des Palestiniens, des Libanais, des Ukrainiens à vivre en paix dans leur territoire. Si cette vidéo vous a apporté quelque chose, partagez-la, commentez et abonnez-vous à Monde Multipolaire parce que nous avons encore beaucoup à décoder ensemble. À très bientôt.